Bienvenue encore à la soirée du Big Bang au Big Band. Nous accueillons Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, où tu travailles et ce que tu fais? Je suis Sylvain Boulet, je suis maître de conférence à l'université Paris-Saclay et je travaille au laboratoire GEOPS, qui est un laboratoire de géosciences, mais on a une petite équipe aussi de planétologie. Oui. Et donc ma spécialité, c'est la planétologie, c'est l'étude des surfaces planétaires et notamment de la planète Mars. Et comme sur Mars, il y a aussi beaucoup de cratères d'impact, au fur et à mesure, je me suis spécialisé sur tout ce qui est cratères d'impact, météorites, que ce soit sur Terre ou ailleurs. C'est ça, donc tu as un spectre très large dans le système solaire. On essaye de comprendre un petit peu toute cette histoire et il y a de quoi faire. Exactement. Alors ce soir, tu nous as proposé de discuter de la fin des dinosaures. Alors quel lien entre les cratères et les dinosaures? On a une petite idée, mais comment toi, le côté scientifique ou le côté historique, tu t'insères là-dedans voilà, comment ça marche tout ça, toute cette histoire des dinosaures? Tout vient avec finalement l'histoire des cratères d'impact. Oui. En fait, il faut bien réaliser que sur Terre aujourd'hui, on connaît 200 cratères d'impact. Ouais. D'accord. 200 cratères d'impact et en fait, il y a encore quelques décennies, on ne savait pas ce que c'était un cratère d'impact. Alors, juste en deux mots, donc un cratère d'impact, c'est quelque chose qui a impacté, à la différence de peut-être des volcans traditionnels ou des. En fait, un cratère d'impact, ça se forme par la collision d'un astéroïde qui arrive à la surface d'une planète et qui fait une énorme dépression de quelques dizaines de mètres, voire quelques centaines de kilomètres. Exactement. Et effectivement, ça peut provoquer des bouleversements très importants à l'échelle de la planète. Ouais. Et effectivement, sur Terre, il y a encore un siècle, en fait, on ne connaissait pas la présence de cratères d'impact sur Terre. Ouais. Et même sur la Lune, toutes les dépressions, tous les trous qu'on voyait sur la Lune, on pensait que c'était des volcans. Et il a fallu attendre 1960 pour qu'un géologue astronome, M. Eugene Shoemaker, qui en analysant les roches du météore-cratère en Arizona, démontre que le météore-cratère en Arizona, qui a un trou d'1 kilomètre de diamètre, avait une origine d'impact. Donc vous voyez qu'il y a 50 ans, on ne savait pas ce que c'était un cratère d'impact. Et donc on rentre dans cette période où, à partir des années 60, on trouve de plus en plus de cratères d'impact. Au début du 20e, on pensait qu'il y en avait peut-être quelques-uns. Et puis, dans les années 60, ça monte exponentiel. Et aujourd'hui, on en connaît 200. On en découvre quasiment 4 ou 5 tous les ans. Et alors, Eugene Shoemaker, que j'ai eu la chance comme toi d'aller en Arizona régulièrement et de voir effectivement ce météore-cratère magnifique au milieu du désert, là, sur les hauts plateaux. Alors, comment il a fait en deux mots pour montrer que c'est un cratère d'impact? Il a analysé les roches. Comment on distingue ça d'un cratère normal? En fait, ce qu'il faut redire dans le contexte, c'est qu'au début du XXe siècle, on avait retrouvé des morceaux de météorites à côté de ce gros trou. Et donc, il y a M. Barringer qui avait déjà dit un petit peu qu'il doit y avoir un lien entre météorites et cratères. Mais ça n'avait jamais été démontré. Et en fait, Eugene Shoemaker a été l'un des premiers à regarder les roches et à l'intérieur de découvrir des minéraux de haute pression, haute température, de minéraux qui ont été modifiés suite à un impact. Il a découvert de la cohésite. Et normalement, de la cohésite, c'est comme du quartz, comme le quartz des grains de sable, sauf qu'on le trouve normalement très profond. Et en fait, il n'avait rien à faire à la surface. Et le fait qu'il trouve de la cohésite dans les roches à la surface, ça montrait tout simplement que les roches à la surface avaient connu un impact et une pression incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris véritablement ce que c'était un cratère d'impact. Et donc voilà, on est en 1960. On commence tout juste à comprendre que tous les cratères d'impact à la surface de la Lune, tous les trous sont des cratères d'impact. Et il y a une toute petite communauté mondiale qui commence à se former dans le monde et à étudier les cratères d'impact. En 69, il y a 50 ans, on découvre la structure d'impact Rochechouart en France, notre seule structure d'impact. Donc vous voyez, on est en 69. Et donc voilà, on découvre au fur et à mesure ce genre de structure. Et puis finalement, il y a un moment donné qui va évidemment révolutionner un petit peu notre connaissance de la géologie. On sait qu'il y a 66 millions d'années, globalement, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Mais on ne sait pas quoi. On sait qu'on voit dans les roches, dans les strates, qu'il y a une modification de la faune. Mais on est très très vague là-dessus. Et en fait, encore à l'époque, dans les années 60, on ne sait pas si sur Terre, les bouleversements sont catastrophiques ou sont longs dans le temps. En fait, il y a encore deux grandes équipes qui promeuvent un peu soit le catastrophisme, qui est très difficile à expliquer sur Terre, ou alors l'uniformitarisme, où on pense que c'est des processus très longs dans le temps. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on trouve la tectonique des plaques, à la fin des années 60. Et justement, ça va à tout le monde. À la fin des années 60, on pense que la Terre, elle évolue tout doucement, et donc ça va plutôt dans un changement lent.
Et en fait, en 1976, il y a un homme qui s'appelle Walter Alvarez, qui est un géologue, qui se promène en Italie, et il trouve entre deux roches, deux bancs de roches, une couche noirâtre, qui, justement, cette couche délimite entre les roches qu'on appelle du Crétacé et les roches du Tertiaire. Donc le Crétacé, c'est une époque géologique qui finit il y a 66 millions d'années, et le Tertiaire, ça commence à 66 millions d'années. Et entre ces couches-là, ils trouvent cette petite couche noire. Mystère. Et donc, en fait, évidemment, ils se demandent ce que c'est. Ils se demandent en combien de temps ça s'est formé. Parce que, en fait, voilà, il y a vraiment une limite. Et entre les roches d'en dessous et au-dessus, on voit un bouleversement complet justement de la faune. En fait, tous les organismes petits qui se forment dans les océans se modifient complètement en 1 centimètre en dessous et au-dessus de cette couche noire. Et donc, en fait, avec son père, Luis Alvarez, qui est aussi prix Nobel de physique, ils se disent comment on va analyser cette roche-là. Et en fait, grâce à des collègues de Berkeley, ils regardent et là, ils découvrent de l'iridium. En très, très, très petite quantité. Et là, on se demande, mais comment on fait pour avoir finalement un enrichissement en iridium? Au début, ils pensent que c'est une supernova. Et donc, en fait, il y a plein de collègues qui leur disent « Oui, alors, si vous avez eu une supernova, vous devriez voir des enrichissements dans d'autres éléments. » Ils font des premières analyses et ça confirme l'hypothèse de la supernova. Et puis, finalement, ils vont revoir d'autres collègues, on leur dit « Ouais, mais vérifiez quand même, refaites la mesure. » Et là, bam, on change complètement, ils ne retrouvent pas du tout les mêmes mesures. Et donc, finalement, c'est là que intervient, effectivement, on sait qu'il y a une première communauté qui s'occupe des cratères d'impact. Et là vient l'idée que, effectivement, cet enrichissement d'iridium pourrait venir d'un astéroïde, en fait, et qui se serait complètement vaporisé. D'accord. Donc c'est l'iridium de l'astéroïde qui vient donc d'endroits plus lointains du système solaire, qui, en se collisionnant et vaporisant, se répartit sur toute la surface de la Terre et fait cette couche. Exactement. Et à partir de 1976, on commence à découvrir cette couche à différents endroits sur Terre. Et donc ça confirme que c'est un événement global. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais on commence à se douter qu'il se passe quelque chose. Et à l'intérieur justement de cette couche, on voit aussi ce qu'on appelle des sphérules d'impact. Sur la deuxième diapositive, là sur la diapositive ici, vous voyez des petites billes, des toutes petites billes dans cette couche qui mesurent à peine quelques millimètres en fait. Et ces petites billes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sphérules d'impact, c'est-à-dire au moment de l'impact, on a fondu le matériel, les roches terrestres, et ça a fait des milliards de petites billes. Comme des gouttes de roche. Des gouttes de roche fondues qui viennent se redéposer. Et donc là, on commence à se dire qu'il s'est passé aussi... Donc ça, c'est dans la couche où il y a de l'iridium, c'est ça? C'est ça, dans cette couche, voilà. Donc dans des roches, etc., on fait une coupe et on voit ces... On trouve ces petites sphérules. Donc c'est un deuxième indice extrêmement fort. On trouve ces sphérules et donc on commence à en voir aussi un peu partout à travers le monde. Troisième indice, on trouve ce qu'on appelle des quartz choqués. Alors les quartz choqués, en fait, le quartz, vous le connaissez, ce sont vos grains de sable ou un forêt de Fontainebleau, là on en trouve plein. Et si vous le regardez au microscope, un cristal de quartz, normalement c'est tout beau, tout lisse. Il n'y a pas d'imperfection. Et là, quand on regarde les grains de quartz, on voit qu'ils sont tout rayés. Et en fait, le fait qu'ils soient tout rayés, ça montre que le grain de quartz a été complètement choqué. Et ça, ces grains de quartz, en général, choqués, c'est ce qu'on cherche vraiment quand on veut essayer de prouver que c'est un cratère d'impact. Donc globalement, on découvre que on sait qu'il y a un cratère d'impact qui s'est formé quelque part, mais on ne sait pas où. Et donc, du coup, il a fallu commencer une véritable enquête. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a un véritable débat, mais il a fallu attendre quand même 1990. Donc, vous voyez... donc dans l'histoire de la science et de l'évolution des idées, c'est extrêmement récent. C'est une histoire incroyable parce qu'évidemment, entre-temps, il y a quand même ceux qui pensent que cette couche iridium est liée à des volcans. Et donc, voilà, notamment Vincent Courtillot qui revient à la charge en disant mais non, mais ça, on pourrait totalement l'expliquer avec des volcans. Décidément. Et en fait, en 1990, il y a un homme qui s'appelle Alan Hildenbrandt qui, par un concours de circonstances, par un journaliste qui avait écouté une conférence 10 ans auparavant, dit non mais attendez les gars, en 1950, suite à des études en fait faites pétrolières dans le golfe du Mexique, il y a une structure qui avait été relevée. Et là, Hildenbrandt me dit c'est exactement à l'endroit où je cherche, quoi.
Et donc effectivement, il identifie, il retrouve les données, il voit que donc là sur la slide suivante, on voit on voit effectivement à gauche là une image. Alors c'est une image qui montre les anomalies gravimétriques, parce qu'il faut bien savoir que le cratère de Chicxulub, donc ce cratère pour lequel on démontre que c'est qui est vraiment la cause. En fait, ce cratère Chicxulub, on ne le voit pas à la surface. Exactement. Il est enfoui sous 1 km de roche. Et au fond de l'océan en partie. Alors à cheval sur la péninsule du Yucatan et le golfe du Mexique. Et en fait, il fallait des mesures gravimétriques pour aller mesurer les hétérogénéités de densité en profondeur pour montrer qu'il y a justement, vous le voyez, des anomalies qui forment des cercles. Une sorte de cercle un peu coloré. Exactement. Là, et ça montre finalement la grandeur de ce cratère qui fait quasiment 200 km de diamètre. Ah oui, donc ça illustre l'énergie qui a probablement été déposée. Exactement. Et c'est en fait à partir de ça, en fait, entre l'iridium qu'on a trouvé, les différentes roches, la taïla, eh bien, on commence à faire un scénario. Et effectivement, on voit bien que, on s'imagine que le corps qui a créé ce cratère, voilà, un peu l'image qu'on pourrait s'en faire, un caillou de 10 km de diamètre. C'est énorme. Donc imaginez-vous, voilà, là je l'ai mis par rapport à Toulouse, donc ça fait quasiment la taille de Toulouse, mais globalement au moment où il se pose, les avions, on l'aurait vu en fait, aurait vu leur sommet, donc c'est vraiment assez gigantesque. Tout à fait. Et donc voilà, en fait on commence à partir des années 90 à expliquer ce qui s'est passé, et on voit bien en fait que ça a provoqué un bouleversement total à la surface de la Terre. Alors évidemment il y a toujours un peu une guerre entre les scientifiques qui pensent que c'est des volcans, d'autres que c'est l'astéroïde, mais en fait il faut bien réaliser quand même que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quand vous avez un caillou de 10 km qui arrive, déjà ça souffle l'atmosphère, ça embrase l'atmosphère. Voilà, donc déjà, la température dans l'atmosphère va grimper considérablement. Ensuite, on va évidemment avoir l'impact. Mais là, on va vaporiser les roches. On va provoquer un tsunami gigantesque avec des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut. On va donc vaporiser toute la roche. Il va y avoir des millions de tonnes de roches qui vont partir dans toute l'atmosphère. Et évidemment... dans un premier temps, toutes ces roches qui vont retomber au sol, ça va provoquer des incendies. Ah bah oui. Et ça, ces incendies, on en retrouve des traces dans la couche d'iridium. Les fameuses couches. En fait, on retrouve de la suie. Et ça montre en fait qu'il y a eu énormément, quasiment la moitié de la végétation du globe qui a brûlé d'un coup suite aux incendies, suite à la retombée en fait des roches. De roches incandescentes. Voilà. Donc déjà, ça c'est déjà mal barré et on perd déjà une grosse partie du vivant et de la végétation. Exactement. Évidemment, l'obscurcissement de l'atmosphère plus la perte de la végétation, la chaîne alimentaire va évidemment prendre un gros coup, puisque toutes les bestioles qui avaient besoin de lumière vont plus pouvoir vivre, celles qui vont manger des plantes vont plus pouvoir vivre. Donc en gros, le bilan, c'est à peu près 70% des espèces de l'époque qui disparaissent. Wow. Et alors évidemment les dinosaures c'est ceux les plus emblématiques. Alors attention, tous les dinosaures n'ont pas disparu parce que les oiseaux sont encore là. Et les oiseaux sont des dinosaures. Exactement. Donc on va dire que toutes les plus grosses bébêtes de plus de 25 kilos disparaissent. Donc il fallait pas être gros à l'époque. Plus de 25 kilos, aucune. Voilà. On voit la disparition notamment de très grosses bestioles aussi dans les océans qu'on appelle les bélémites et les ammonites. Les fameuses ammonites, vous savez, les gros escargots là qu'on achète souvent dans les magasins de fossiles. Les ammonites, ça finit à la fin du Crétacé. Et après le Crétacé, on n'en voit plus. Pareil pour les bélémites, donc qui sont des gros organismes en fait qui nagent en fait dans les océans. Et voilà, et donc on va avoir quand même un grand nombre d'espèces qui vont disparaître. Alors sur Terre, il y a encore quand même des bestioles qui survivent, notamment dans les poissons. Il y a quand même pas mal de poissons qui survivent, les lézards, etc. Donc on voit bien ce bouleversement qui est vraiment lié à cette couche, à ce bouleversement. C'est-à-dire que vraiment, entre les couches, avant cette couche d'argile découverte et après, on a un changement de faune complet. Donc on a eu ce grand débat là, dans la communauté en se disant mais est-ce que le volcanisme n'aurait pas pu faire la même chose? Parce qu'en fait, il y a 66 millions d'années, on sait qu'à la même époque, il y a le volcanisme des trappes du Décan.
en Inde, Oui. il y a du volcanisme qui dure près d'1 million d'années et qui encadre exactement la période de la crise d'accord. Crétacé-tertiaire. D'accord. D'où le grand C'est débat ça, entre c'est ça. le... Est-ce que l'un induit l'autre ou est-ce qu'ils étaient Exactement. concomitants ou est-ce que... Exactement. oui. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la crise Crétacée, la couche d'argile, en Ouais. fait, est à l'intérieur des trappes du Décan. C'est-à-dire que le D'accord. volcanisme du Décan a commencé avant Avant, et a d'accord. continué après. Après. Alors, certains vous diront, bon, bah, alors, du coup, ça peut être une crise qui a duré très, très longtemps. C'est ça, ouais. Mais on voit quand même que, bah, Au finalement, milieu, juste avant, c'est ça, il s'est passé quelque chose. Pour les dinosaures, en fait, on pourrait se demander si les dinosaures avaient commencé à disparaître Oui, oui. avant, et ça, pourquoi pas. Oui, oui. Ce qu'on sait, ce qui a été démontré par des études très récentes, l'année dernière, il y a Ouais. 2 ans, c'est qu'il y a 2 études qui semblent montrer que le volcanisme a augmenté après l'impact. D'accord. Donc il semblerait que le volcanisme du Décan C'est ait ça, commencé, c'est ça. mais le fait qu'il y ait eu un impact, eh Ça- bien le volcanisme du Décan a vraiment augmenté. Exactement. Il y a eu aussi une augmentation du volcanisme sur la dorsale indienne, en fait, Oui, oui. et qui montre que bah, voilà, non seulement l'impact a modifié drastiquement oui. l'environnement, mais a aussi accéléré le D'accord. volcanisme. Et donc évidemment, Oui, ça, là, ça... c'est la petite goutte, C'est voilà, ça. ça va pas dans le bon sens, quoi. Exactement. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ouais, on sait ouais. on sait que ce cratère a causé vraiment de gros dégâts et effectivement on continue de l'étudier surtout parce Bah que oui, c'est... donc le truc c'est qu'il est enfoui quand même sous un Mais kilomètre voilà, de voilà. roche. Donc là en 2016 il y a eu une campagne de forage qui a Ouais. été refaite en fait et donc qui a permis de reforer à plus d'1 kilomètre Oui, et de retrouver toutes les roches, éléments, tous ouais, les ouais. éléments qui permettent de dater précisément. exactement. Et aujourd'hui, voilà, on sait que c'est 66 millions C'est d'années. ça, ouais. Dans les grandes découvertes qui ont été faites l'année dernière, par exemple, ça c'est absolument génial. Ils ont retrouvé à 3000 km du cratère d'impact un poisson qui avait des sphérules d'impact à l'intérieur de sa bouche. Waouh. Et donc, en gros, en fait, dans le Dakota, ils ont retrouvé un affleurement de boue avec des poissons Oui, fossilisés. oui, oui. Et cet affleurement, il date exactement C'est ça, de 66 millions d'années. Et en fait, il y avait un lac. Ouais, Le ouais. poisson était en train de nager. Tranquillement. Il y a eu des impacts qui ont des petites Qui sont gouttelettes tombées. fondues qui sont tombées dans le lac. Le poisson a bouffé la gouttelette. Et puis Et après- ensuite, il y a eu en fait un séisme très profond. Oui. Les ondes sismiques sont arrivées Oui, tardivement. Ça a fait bouger le lac et bam, couler de boue. Et le Ah. poisson a été emprisonné. Donc on commence à avoir des détails C'est ça. des toutes premières minutes suite Exactement. à l'impact. Et ça, c'est absolument incroyable. Ah, c'est impressionnant. Donc voilà, donc il se passe. Oui, oui, ça y est. C'est aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui a commencé en 1978. C'est une histoire incroyable. Exactement. Notamment là, Walter Alvarez a écrit un livre que je Oui. conseille à tous qui raconte justement cette découverte, D'accord. qui est ouais. passionnante parce que c'est, vous voyez, hein, Oui. 72, ça fait quasiment 50, près de 50 ans qu'on essaye de trouver, comprendre ce qui s'est exactement. passé il y a 66 millions d'années. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup parce Oui. que finalement, voilà, il y a 50 ans, on ne savait pas encore Exactement. ce qui s'était passé. Et c'est très très récent et on voit que la science est toujours en train de se faire. On pense tous que voilà, les dinosaures, 66 millions d'années, on sait ça depuis très longtemps, mais en fait non, c'est extrêmement récent. Et la chose qui peut être aussi, que j'aimerais te poser comme question, c'est ce cratère dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans le golfe du Mexique, hein, parce que j'arrive pas à le prononcer. C'est Chicxulub. Chicxulub. Donc, il a été découvert, formidable, etc. Tu dis il y a un petit peu de chance parce que voilà, il y a eu des sondages pétroliers qui ont été faits auparavant, etc. Est-ce que finalement, c'est comme en astrophysique où dès qu'on découvre un truc, c'est formidable, etc. Mais en gros, c'est ce qu'on a sous le nez, même si ça n'enlève rien au mérite de tous ces scientifiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, il y en a un autre ailleurs qu'on ne connaîtrait pas encore, je sais pas, sous l'Arctique, enfin je dis n'importe quoi, et qui resterait à découvrir. Et est-ce que ça pourrait, enfin c'est une hypothèse hein, évidemment, mais en gros, quel est le degré d'assurance ou de validité que c'est bien celui-là, ou est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres et puis c'est pas de chance, enfin voilà. Alors celui-là, on a plus de doute parce qu'on on sait qu'il a l'âge, il a exactement la l'âge. composition. Quand même, pour rassurer quand même tout le monde, c'est que des astéroïdes de 10 km, ils ne tombent pas tous les jours sur Terre. Donc là, quand on retrouve un cratère d'impact qui a 66 millions d'années, c'est vraiment, on est sûr que c'est celui-là qui a causé la crise Crétacé-Tertiaire. Par contre, la question elle est intéressante parce que des extinctions majeures, il y en a eu plusieurs auparavant. Et on en connaît 5 majeures sur les 500
500 derniers millions d'années. D'accord. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il y a d'autres cratères d'impact reliés à ces extinctions? Alors aujourd'hui, ça c'est un grand débat parce que en fait, on retrouve des trappes volcaniques reliées à certaines extinctions. Donc on sait que les trappes volcaniques peuvent causer un dégazage dans l'atmosphère qui peuvent engendrer un réchauffement et pourquoi pas des extinctions. Par contre, c'est pas dit qu'effectivement, il n'y ait pas des cratères d'impact qui soient cachés. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est que la Terre est en perpétuelle évolution liée à la tectonique des plaques. C'est-à-dire que si vous aviez un cratère d'impact qui s'est formé il y a, je sais pas moi, 400 millions d'années à un endroit, eh ben, il y a une grande probabilité qu'il ait disparu complètement aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait que la Terre se renouvelle sans cesse, bah, évidemment, on voit un grand nombre de cratères d'impact disparaître. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'en connaît que 200, mais il faut bien réaliser que si vous preniez la Terre il y a 4 milliards d'années, en fait, la Terre il y a 4 milliards d'années ressemblait à la Lune. Il y avait des millions de cratères à la surface de la Terre. Criblés, et donc, effectivement, on les a effacés complètement avec l'eau, le vent, mais surtout la tectonique des plaques. Et donc, aujourd'hui, voilà, on en connaît 200. On sait qu'il en reste encore à découvrir. Et c'est pour ça que ça, c'est le travail d'une partie de la communauté. Il y a quelques dizaines de chercheurs qui essayent de trouver de nouveaux cratères d'impact pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Parce qu'en fait, chaque cratère d'impact est un bouleversement dans l'histoire de la Terre. Si on prend le cratère de Rochechouart, notre seule structure d'impact sur Terre, en France, c'est une structure qui faisait quand même 25 km de diamètre, qui s'est formée il y a 200 millions d'années. Donc en gros, il y a 200 millions d'années en France, eh bien la France a quand même été bouleversée aussi. Parce que quand on forme un cratère de 25 km, vous allez avoir quand même des bouleversements locaux. Alors certes, chez Xulup, c'est bien plus gros à l'échelle globale, mais chaque cratère d'impact va modifier la faune et la flore localement ou même au niveau continental. Exactement. Alors, en parlant de cratères, qu'est-ce qui fait quand on se balade, quand un géologue comme toi se balade, vous arrivez à identifier que c'est un cratère d'impact ou que c'est d'origine purement volcanique? Est-ce que vous avez des recettes? Est-ce qu'il y a des méthodes précises? Comment ça fonctionne? Alors justement, quand on a commencé à étudier les cratères d'impact il y a plus de 50 ans, en fait, on a vu des roches qui ne ressemblaient pas à ce qui était connu auparavant. Mais visuellement, c'est pas si simple en fait. Je vous ai amené 2 roches. Ah, des exemples. 2 roches, voilà, exactement. La première ici, c'est une roche qu'on appelle une brèche d'impact. Et en fait, une brèche, c'est quoi une brèche d'impact? C'est, si vous regardez en le zoomant, vous allez voir des morceaux de roches qui sont noyés dans une espèce de gangue beaucoup plus fine, une matrice beaucoup plus fine. Un peu comme un nougat. Voilà, exactement. Et les morceaux de pistache, c'est les morceaux de roche qui ont été concassés. Et la matrice, c'est le truc blanc qui a refondu tout autour. Et en fait, tous les gros morceaux, ce sont les morceaux qui ont été cassés, qui ont été envoyés en l'air, qui sont retombés dans une matrice un peu plus fine. Tout à fait. Et donc, des brèches, on peut en former en géologie avec plein de façons différentes, lors d'une chaîne de montagne ou alors avec une rivière, etc. Et donc quand on croise cette roche-là, on se dit, ok, c'est joli, mais ça ne veut pas dire que c'est un cratère d'impact. Par contre, dans la majorité des cas, si vous trouvez un trou, une dépression, vous dites, tiens, c'est bizarre, et que vous trouvez des brèches, donc là, vous allez les échantillonner. Ce genre de roche, ça va nous intéresser. On va regarder dedans et on va chercher des quartz. Notamment les fameux quartz choqués. Et en fait, une grosse partie de la recherche, c'est d'essayer de retrouver ces quartz choqués. Donc, on va faire des lames minces pour regarder au microscope et on va essayer de trouver ces zébrures à toute petite échelle dans les grains de quartz. Et il suffit d'un grain de quartz qui monte ces zébrures pour valider un cratère d'impact. Parce qu'encore une fois, c'est des conditions uniques. Exactement. Il faut bien réaliser qu'au moment de l'impact, la pression est telle, on atteint 100 gigapascales. 100 gigapascales, c'est globalement la pression qui fait à 2000 km en profondeur. Donc évidemment, les minéraux, ils n'aiment pas du tout et ils sont complètement bouleversés. Exactement. Et donc voilà, on cherche ces minéraux-là. Et il y a un deuxième type de roche aussi. Alors celui-là, c'est pratique parce que c'est macroscopique. En fait, si vous le voyez bien, là, en zoomant, ça forme des espèces de cônes. Ça forme des cônes striés. C'est ce qu'on appelle en anglais des shatter cones. En français, on l'a traduit sous cône de percussion. Mais ce qu'on appelle des shatter cones, ces shatter cones, c'est très joli, on dirait que c'est fractal. C'est-à-dire qu'on a un cône, si on regarde dedans, on va voir d'autres petites cônes, etc. En fait, ce sont des fractures coniques. On ne comprend pas encore comment ça se forme trop. C'est une forme pas hyper simple. Exactement. Et ce qu'on sait, c'est que il y a une onde de choc qui se propage et qui se propage, semblerait, coniquement, et à former ces roches-là et à fracturer les roches de cette manière-là. Et ça, ces shatter cones-là,
ça ne se forme qu'en contexte de cratère d'impact. Donc ça, c'est vraiment bingo. C'est-à-dire que quand on en voit... Il y a unicité de la solution. Là, par exemple, celui-là, il vient de Agoudal, au Maroc. Ouais. Et c'était des gens qui cherchaient des météorites dans le coin. Et ils ont vu cet affleurement-là. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce que ça vient faire là? Exactement. En fait, au même endroit, il y avait une structure d'impact complètement érodée qui s'était formée il y a très longtemps et aussi des morceaux de météorites. Excellent. Donc ça peut tomber au même endroit à différents moments. Exactement. Mais voilà. Et ça, effectivement, si vous en trouvez dans votre jardin, vous m'appelez tout de suite parce que c'est clairement une preuve d'impactisme. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on va sur le terrain, c'est vraiment les brèches avec les quartz choqués et les shattercones. C'est vraiment, si vous trouvez ça, c'est bon, vous êtes en présence d'un cratère d'impact. Les deux indices. Très bien. Tu nous parleras dans une prochaine intervention qu'on diffusera ultérieurement sur la recherche de cratères d'impact, comment peut-être le public peut y participer. Tu nous expliqueras tout ça. Tu nous expliqueras aussi d'autres aspects scientifiques de ce sur quoi tu travailles. J'ai l'impression qu'on a fait le tour pour les dinosaures ce soir. Est-ce qu'on a oublié d'autres aspects? Non, bon, je pense que on a fait le tour, effectivement. On est presque bon. Et à plus tard dans la soirée pour une prochaine fois. Merci de ta participation, Sylvain. Merci. Et bonne soirée. On se retrouve pour la suite. Thank you.